Amis de la RH, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai du plaisir de recevoir le loup blanc du learning, j'ai nommé Patrick Benamar. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors Patrick, tu es le vice-président en charge du learning et développement de Renault Group. J'ai beaucoup de questions à te poser. Alors Patrick, on te voit un peu partout, très visible sur LinkedIn, on te voit sur des jurys, tu prends la parole. Tu es quelqu'un qui s'exprime et qui est justement un des beaux ambassadeurs de notre profession. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'abord une question qui est relative à ton parcours. Parce que ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que tu n'es pas un pur produit de la formation. Non, on peut effectivement dire cela parce que à l'origine, j'ai une formation financière. J'ai fait une spécialisation dans le domaine de la RH. Et puis, j'ai même eu la velléité de devenir expert comptable. Donc, c'est un peu loin du monde de la formation. Mais il se trouve que finalement, les hasards de la vie professionnelle ont fait que ma route a croisé celle de la formation à plusieurs reprises dans un cadre professionnel assez différent. D'abord, quand j'étais en début de carrière dans des activités très opérationnelles où j'avais à gérer les activités de gestion du personnel des équipes qui étaient basées en Afrique. Ensuite, après, dans un autre cadre qui était celui d'une fusion entre deux grandes entreprises et où je m'occupais plutôt des parcours de formation pour les cadres dirigeants, notamment dans le contexte de fusion. Et puis après, ça a été une part très importante de mon activité chez Valeo où j'avais la responsabilité notamment des écoles 5 axes qui formaient l'ensemble des collaborateurs aux outils et aux méthodes de l'entreprise, et avec une direction learning qui était très centrée sur l'accompagnement de la transformation de l'entreprise et de sa montée en gamme, on va dire, technologique. Et puis maintenant, ça occupe mes journées chez Renault. Une bonne partie de ton temps. Et alors, justement, ce qui m'intéresse, Patrick, c'est de comprendre en quelle mesure cette formation, tu as ce bagage, c'est un peu atypique, tu vois, un homme de la finance qui arrive dans le learning. Dans quelle mesure est-ce que ça a modifié un peu ta grille de lecture, ta façon de voir les choses ? Je pense que du coup, j'ai une vision très orientée opérationnelle et business de la formation, et j'essaie de comprendre en quoi les actions qu'on mène vont contribuer finalement à l'atteinte des objectifs du business et des opérationnels. Donc, c'est une approche qui est très centrée sur l'apprenant, finalement sur le client ou l'utilisateur final des services, et qui du coup influence, je pense, probablement ma vision des choses, puisque j'essaie de me mettre à la place des gens qui vont être nos utilisateurs ou nos clients. Et du coup, j'essaie de comprendre en quoi ce que l'on propose va les aider à aller vers plus de performance, plus d'efficacité, plus aussi de confort dans leur travail, et finalement plus de capacité à apporter une plus forte valeur ajoutée à leur activité, à leurs clients, à leur environnement de travail. Et tu vois, là, tu as prononcé un mot que moi j'aime beaucoup et qui n'est pas assez dit dans l'univers learning, c'est le mot performance, quoi. C'est que la formation est un levier de performance. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quand tu es arrivé chez Renault, quelle organisation tu as mis en place au sein de ton équipe ? Est-ce qu'il y avait des compétences particulières ? Comment tu as structuré les choses ? Alors, quand je suis arrivé chez Renault, il a fallu reconstituer une équipe de travail. Et ce qui était intéressant, c'est que on avait plusieurs missions importantes qui nous avaient été confiées. Une première qui était autour de la reconstitution de la culture d'entreprise. Et donc, on a travaillé sur un grand programme qui s'appelait le Renault Way. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des équipes qui venaient avec des profils très différents, des gens qui venaient du milieu industriel, des gens qui venaient du monde de la RH, des gens qui venaient plutôt du milieu de la communication pour travailler sur ces sujets-là, puisque là, c'était un chantier, on va dire, de transformation culturelle. Donc, c'était intéressant de travailler sur des leviers autres que la formation, et notamment sur la communication et la formalisation de nos attentes en tant qu'entreprise. On a eu aussi un gros projet de déploiement d'un learning management system au niveau du groupe. Donc là, des compétences de gestion de projet, de système d'information. Et là, on était plutôt sur le volet technologique de notre fonction. Et puis, tout un enjeu autour de la conception pédagogique et de la création de contenu pour pouvoir accompagner justement les besoins qu'on avait au niveau opérationnel. Et là, plutôt des profils de concepteurs pédagogiques, de gens qui avaient une expérience de la formation. Donc, une équipe mixte, très complémentaire. Et je pense que ça, c'est aussi une des grandes nouveautés qu'on a dans nos métiers, c'est qu'on a des profils qui viennent pas du tout du secteur de la formation et qui sont extrêmement importants pour assurer le fonctionnement quotidien
On travaille beaucoup sur la data aujourd'hui, donc avoir des gens qui sont capables d'analyser les données, de les mettre en forme et de gérer finalement la performance de l'activité formation à travers la donnée, c'est une des fonctions essentielles pour notre activité. Donc l'équipe a évolué et au fur et à mesure du temps, aujourd'hui j'ai quelqu'un de l'équipe qui vient du marketing, qui a donc une grande expérience de la donnée client. J'ai quelqu'un qui a un profil plutôt informatique pour gérer tous les systèmes d'information. J'ai une collègue qui vient du monde de la RH, qui elle a une très grande connaissance des opérations et notamment industrielles. Donc on a effectivement des parcours très différents, et tout en conservant des compétences dans le domaine de la pédagogie, des compétences dans le domaine de l'animation d'équipe avec des gens qui viennent du terrain et qui connaissent effectivement les besoins des opérationnels. Excellent. Donc finalement, tu as une organisation qui a été assez dynamique, qui a été évolutive dans le temps. Dynamique, oui, parce que notre métier, il change. Donc les besoins changent. Et c'est souvent ce que je dis aux collègues dans l'équipe, il ne faut pas qu'ils passent trop de temps dans cette organisation parce que ça doit être un endroit où on incube des idées, où on fait naître des projets, on les rend opérationnels et puis derrière, on passe à autre chose. Parce que ça devient le quotidien de nos collègues, nos confrères qui sont sur le terrain. Donc, ça veut dire que dans notre équipe, effectivement, ça bouge. Les équipes changent, d'autres personnes arrivent, le contour des postes évolue, l'organisation et ses missions évoluent. Et il faut qu'on soit justement dans cette capacité de s'adapter finalement à la demande opérationnelle. Donc, ça veut dire que les profils doivent s'adapter et qu'on ne doit pas être dans un mode fixe. On doit aller vers de l'agilité aussi organisationnelle. Très intéressant. Et du coup, Patrick, quand je t'entends, donc, ça fait vraiment écho aux problématiques de ton secteur, qui est aussi un secteur qui est très évolutif. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre dans quelle mesure est-ce que tu vas bosser dans l'univers de la formation dans le secteur auto, c'est différent d'un autre secteur. Quelles sont les caractéristiques du secteur automobile? Qu'est-ce qui fait que tu vois c'est différent d'ailleurs? Alors, je pense qu'il y a 3 caractéristiques. Il y a une première caractéristique qui est très historique, qui est la formation en situation de travail. C'est-à-dire que historiquement, et notamment beaucoup sur l'influence de ce qui s'est passé autour de l'apport des méthodologies et de la philosophie japonaise de la qualité. La plupart des entreprises ont compris dans le secteur automobile que l'apprentissage au poste de travail et la capacité de faire les choses bien du premier coup sur les lignes de production, c'était un des leviers aussi d'efficacité et de performance. Donc, on a un historique de formation en situation de travail ou poste de travail qui est très important et qui est quand même un des gros socles de notre culture de formation. Après, le deuxième volet qui est intéressant, c'est que l'automobile, c'est un objet de très haute technologie. On ne se rend pas forcément bien compte du niveau technologique qu'il y a dans un véhicule aujourd'hui et à plus forte raison dans les véhicules de demain. Mais c'est un objet connecté, c'est un objet qui est aujourd'hui en autonomie, puisqu'on parle de la conduite autonome. Et ça veut dire que le véhicule est autonome dans sa capacité à se diriger dans un environnement très complexe. Il y a beaucoup d'interactions aussi avec les passagers, avec le conducteur, avec les systèmes de navigation. Donc, ça devient un objet très, très connecté et donc très technologique. Et du coup, le contenu technologique, l'innovation, la capacité à développer des technologies et à les transformer finalement industriellement à grande échelle, c'est un des marqueurs de notre culture automobile à tous les niveaux de la chaîne de valeur d'ailleurs. Et puis après, il y a un troisième côté qui est intéressant, c'est finalement la démarche d'évolution des métiers. Nos métiers changent. L'industrie se transforme et finalement, on a des gens dans nos organisations qui ont connu 5, 6, 7, 8, 10 métiers différents tout au long de leur carrière sans quitter forcément le secteur. Donc, c'est donc un métier très riche qui offre des opportunités avec ses périodes de crise, mais ses périodes de rebond. Donc, c'est aussi la caractéristique. C'est un marché qui est assez fluctuant. Grosse crise. On l'a vécu ces derniers mois avec le Covid, puis ensuite avec la crise des semi-conducteurs, donc maintenant avec la crise dans l'Europe de l'Est. On est très sensible à ces crises, mais en même temps, les capacités de rebond sont énormes. Donc, il y a une très forte résilience dans les équipes et qui, du coup, génère une dynamique d'apprentissage qui est un peu différente de ce qu'on peut voir dans certains secteurs où les cycles sont plus longs, où les projets, les tendances sont plus lourdes. C'est plus compliqué de faire naviguer le paquebot dans des eaux un peu plus incertaines. Ce qui est sûr, c'est que là, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de crises systémiques, mais en plus, dans l'industrie auto, il y a des grandes transformations, les réductions d'émissions carbone. Enfin, c'est toi le pro. Je voulais revenir sur ce que tu disais en introduction, parce que tu parlais de l'apprentissage sur le poste de travail. Il y a quand même une problématique qui est super importante et qu'on retrouve dans tous les écosystèmes dans lesquels il y a des usines, c'est qu'il faut former les populations qui sont basées en usine sur des chaînes de production. Ça implique qu'elles ont peu de temps de formation, elles ne peuvent pas partir de leur chaîne, faire une pause et sortir. Comment tu fais ?
Alors, la question de la formation en production, c'est intéressant parce que on a une très bonne illustration de ce que c'est que l'apprentissage dans le flux de travail, puisque en gros, il faut être capable d'intégrer effectivement dans une journée de travail des séquences de formation, et notamment qui sont liées au flux de production. Donc, ça pose deux questions. D'abord, comment on peut avoir des matériels de formation accessibles sur la ligne de production? Et là, la digitalisation nous aide, puisque les tablettes qui sont maintenant, les écrans qui sont maintenant sur la ligne de production permettent d'avoir accès à de la formation vidéo. Et donc, la formation, l'intérêt, c'est de regarder ce qu'il y a à faire et d'être capable de le reproduire. Donc, ça, c'est un gros plus de la formation digitalisée. Après, il y a une deuxième question qui est l'apprentissage de proximité. Donc, comment on arrive à mettre des centres de formation industriels à proximité des lieux de production. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on a fait à Cléon, où le centre de formation, il est de l'autre côté de la route. Donc, les gens ont qu'à traverser la route pour se former. Donc, si on aménage leur horaire, ils peuvent venir se former. Ou si on tient compte dans le planning de production qu'ils peuvent aller se former, on peut les remplacer sur les lignes. Et après, il y a une troisième question qui se pose, qui est plutôt le tutorat ou l'accompagnement sur le terrain. Et je pense que ça, c'est une des grosses valeurs ajoutées de l'apprentissage industriel. C'est vraiment l'accompagnement qui peut être donné sur l'apprentissage du geste, l'apprentissage d'un savoir-faire par le tutorat. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'apprentissage dans le domaine industriel a autant de succès. C'est que on aide les gens à se former, on les aide à apprendre ce qu'ils ont à faire, on les observe, on regarde comment ils se comportent, et du coup, on peut les aider à faire le bon geste, on peut les aider à apprendre les choses sans forcément que ce soit dans une logique où il faut tout savoir de façon encyclopédique. On ne sait pas faire quelque chose à un moment donné, quand l'opportunité va se présenter, on va se former. Et si on est en temps réel au plus près de la ligne, ça ne pose pas un gros problème. Le problème, c'est quand on accumule les retards et qu'il faut beaucoup former les gens, donc les sortir des lignes, où là, c'est tout de suite très compliqué. Donc, c'est ce qu'on a vu aussi ces derniers mois avec l'arrivée du Covid, c'est que finalement, le Covid nous a forcé aussi à réfléchir à l'apprentissage à distance et l'apprentissage digitalisé pour les populations qui sont sur des sites de production, et que l'adhésion des gens, elle est bonne. Parce que l'agent de production qui est sur une ligne, quand il ne sait pas faire quelque chose, il ouvre son téléphone et il va chercher un tuto. Donc, aujourd'hui, l'accessibilité de ces formations, il faut être capable de l'apporter aussi sur les lignes de production, dans un contexte en plus où c'est associé à une opération que la personne a réalisée en temps réel, ou en temps différé, si on veut la préparer à être capable de faire quelque chose à plus long terme. Donc, j'imagine, en ligne de production, tu as un écran à la fin de ta ligne de production qui va... Sur les postes. Sur les postes, carrément, d'accord, ok. Et comment tu fais pour former sur des sujets qui ne sont pas forcément métiers? Je te prends des exemples comme l'inclusion, la culture, des thèmes un peu génériques. Tu passes par ce même canal? Alors, les deux. On peut utiliser effectivement le canal numérique, mais du coup, ça peut être par exemple de solliciter les gens sur des formations qui sont plus ludiques, plus courtes et qui peuvent être proposées à travers des plateformes qui sont mises à la disposition des collaborateurs. Ça peut être aussi des événements de sensibilisation, c'est-à-dire de réunir les gens pour les sensibiliser avec une animation qui permet finalement de leur faire passer un certain nombre de messages en les réunissant. Là, on joue sur l'effet collectif. Et puis après, ça peut être aussi par la ligne managériale. Les chefs d'unité ont un grand rôle pour, dans les réunions d'équipe, passer quelques messages aussi de formation. Et là, c'est des formats assez courts qui doivent être déployés au niveau des chefs d'unité, du management de proximité. Donc là, équipes, 7-10 personnes, c'est quoi? Oui, alors ça dépend. Les équipes de production, ça peut aller de 10 à 25, 30 personnes. Après, chaque organisation automobile a un peu ses caractéristiques là-dessus. Il y a des dogmes là-dessus pour dire quelle est la taille idéale de l'équipe de production. On ne rentrera pas dans un détail de puriste. Voilà, parce qu'il y a des débats sans fin. Puriste, ouais. Mais il y a aussi le rôle du manager de proximité et l'animation qui est faite autour de la formation et de la sensibilisation. Si on prend des sujets, par exemple, comme la sécurité, la qualité, c'est vraiment de l'animation au quotidien qui passe par de la sensibilisation, mais aussi des messages qui sont ciblés pour aider les gens à prendre conscience que quand on ne produit pas en qualité, quand on ne produit pas en sécurité, les conséquences pour la personne, mais aussi pour le collectif, peuvent être très importantes. Et donc, c'est la responsabilité de chacun de monter en compétence sur ce sujet. Donc, on le voit, il y a plusieurs leviers à activer. Et alors, du coup, toi, Patrick, tu sillonnes, alors, avec le Covid un peu moins, mais tu sillonnes un peu moins le monde du learning. Quelle tendance, en fait, tu détectes dans les sujets de formation qui sont un peu dans l'air du temps? Est-ce que c'est plutôt tech, soft skills? Dans ta boule de cristal, qu'as-tu vu? Je pense qu'on est dans un monde où la technologie crée beaucoup de valeur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un besoin de se former en technologie qui est ressenti de façon très forte
par l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille, et notamment la nécessité de rendre la technologie accessible au plus grand nombre. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure. C'est important qu'un salarié qui va travailler sur la production de moteurs électriques à Cléon comprenne ce que c'est que la technologie du moteur électrique, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer si, pendant le cycle de production, il y a une opération qui ne se passe pas bien, et les conséquences que ça peut avoir sur l'utilisation finale du produit, voire sa non-utilisation s'il faut le mettre au rebut. Après, le deuxième sujet que je vois beaucoup, c'est que les gens veulent avoir des sujets qui touchent à leur façon de travailler ensemble. Alors, la façon de travailler ensemble, c'est très vaste parce que on travaille pas de la même façon chez Renault et chez Cocoroé, on travaille pas de la même façon chez Renault à l'ingénierie que dans un site de production ou au marketing. Donc, ça veut dire aussi que les besoins des gens sont très évolutifs et très liés au contexte dans lequel ils évoluent. Est-ce qu'on est dans une équipe qui travaille beaucoup physiquement ensemble en usine? Est-ce qu'on est dans une équipe qui travaille beaucoup à distance ensemble? Est-ce qu'on est en mode projet? Est-ce qu'on est en mode organisationnel construit? Est-ce qu'on est dans une équipe qui a une certaine maturité ou est-ce qu'on est dans une équipe jeune? Donc tout ça, ça questionne beaucoup, notamment sur les façons de travailler ensemble. Et du coup, ça pose la question, effectivement, que tu évoquais, celle des soft skills, c'est-à-dire c'est quoi les ressources que je vais devoir mobiliser? Et ce qu'on a constaté, notamment pendant la période de la pandémie, où les gens avaient donc du temps pour se former, notamment à distance, c'est que les sujets qui ressortaient, c'était des sujets autour de comment j'anime une équipe à distance, comment je reconnais un collaborateur qui tient pas ses objectifs, comment j'arrive à maintenir finalement de la motivation avec des équipes que je vois peu, comment je fixe des objectifs à distance avec mon équipe, comment je règle un conflit avec quelqu'un qui n'est pas dans mon équipe et que je ne vois pas. Donc, beaucoup de sujets qui sont liés finalement à l'évolution de notre mode de travail. Et je pense que ça, c'est un sujet très central, très intéressant, parce qu'en gros, quel que soit le pays dans lequel on est, le mode de travail évolue, pas le même rythme, pas de la même façon, mais il change quand même profondément avec les crises sanitaires qu'on a vécues. Et puis le troisième sujet que je vois apparaître aussi, qui est assez intéressant, c'est finalement beaucoup de questions autour de comment j'apprends, comment je me développe, comment j'arrive à finalement prendre du recul par rapport à mes savoirs pour accompagner mon évolution, mon développement. Donc les gens se posent des questions de développement. Alors, ça peut être des questions de développement personnel, mon équilibre vie privée, vie professionnelle, mon équilibre entre ce que je fais aujourd'hui, le sens que ça apporte à ma vie, etc. Et puis des questions qui sont beaucoup plus basiques en disant c'est quoi les modalités d'apprentissage dans lesquelles je me sens le plus à l'aise? Finalement, qu'est-ce qu'on partage avec mon équipe? Comment on apprend entre pairs? Parce que moi, j'ai envie de savoir plus des experts avec lesquels je travaille au quotidien, que je côtoie. Donc, ça pose des questions qui sont autour finalement de la pédagogie, de l'apprentissage, de la façon dont on interagit avec les autres. Et ça, on voit quand même un gros développement de ces activités-là avec des gens qui se posent des questions sur lesquelles l'organisation a des fois pas de réponse. On peut apporter des éléments de réponse, mais souvent, on n'a pas la réponse pour chacun. Donc, c'est là où on est à la limite de la sphère entre ce qui est la sphère privée sur laquelle les gens vont aller chercher des réponses à l'extérieur de l'entreprise et puis la sphère professionnelle dans laquelle on va essayer, nous, d'apporter des réponses, mais sans être sûr qu'on couvre l'intégralité des réponses aux questions de façon exhaustive. Super intéressant. Et Patrick, il y avait aussi une autre tendance sur laquelle je voulais t'interroger. J'étais il n'y a pas longtemps avec Édric Lopez, qui est directeur IA de Microsoft, qui m'expliquait que notamment dans ton secteur, industrie, automobile, de plus en plus d'initiatives se font pour sensibiliser sur des sujets comme la data, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as mener un peu des initiatives pour éveiller un peu tes équipes à une forme de culture data? Nous, c'est un très gros sujet, puisque en gros, dans nos grandes priorités, on a tout ce qui concerne l'électrification du véhicule, tout ce qui concerne l'économie circulaire de la mobilité, et puis tout ce qui concerne la data, le soft, l'intelligence artificielle et la cybersécurité dans le véhicule. Et effectivement, on a mené un certain nombre d'initiatives depuis maintenant un peu plus de 2 ans autour de la montée en compétences de nos collaborateurs sur ces sujets. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la formation à distance ou la sensibilisation par le digital fonctionne très bien. On a développé un certain nombre de parcours. Je pense en particulier à 2 initiatives un peu marquantes. Une initiative qui est un programme de formation qui s'appelle Cyber et moi, qui a été lancé par nos équipes en collaboration justement et porté par un mouvement de faire réagir les gens par rapport au problème de la cybersécurité, parce que c'est l'affaire de tout le monde. Donc, un programme qui a eu énormément de succès et qui est toujours en cours de déploiement, sur lequel on essaie de sensibiliser les gens au fait que la cybersécurité, ça passe avant tout par eux et que c'est une responsabilité individuelle et collective.
Après, je pense aussi à l'initiative qui a été montée par les équipes de l'Académie du Manufacturing chez nous autour de la data, donc avec les minutes data, qui ont permis de présenter des initiatives data réalisées dans nos sites industriels pour les populariser. Donc, c'est 15 minutes de présentation par quelqu'un qui vient d'un site et qui explique comment cette pratique a modifié son travail au quotidien et ce que ça lui a apporté et ce que ça a apporté au collectif industriel. Et ça, c'est génial. Ça a été suivi par des milliers de gens chez nous. Ça, c'est top finalement, parce que juste, je m'arrête sur ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, tu es sur des formats vraiment très rapides, où tu vas chercher les 10-15 minutes un peu disponibles et tu vas donner des infos clés facilement digérables. Oui, puis ça ouvre des perspectives pour les gens, parce que derrière, on peut relayer ça avec des conférences, avec des prises de parole, avec des séminaires, avec des formations plus spécifiques, qui du coup permettent pour les gens de ne pas arriver sur un terrain qui est complètement vierge. C'est-à-dire que l'intérêt derrière, c'est de dire, OK, là, maintenant, vous allez être mis en situation. Donc, par exemple, derrière, nos équipes digitales vont pouvoir faire des tests de phishing et derrière, pousser une formation sur le phishing. Mais les gens vont commettre des erreurs. Ils vont se laisser piéger. Et du coup, on va pousser la formation sur le phishing derrière en disant, vous vous êtes fait piéger, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de risque là. C'était juste pour tester. En même temps, maintenant, il faut que vous vous formiez parce qu'on voit bien que vous n'avez pas été capable, à titre personnel, de détecter ce problème. Donc, on est dans cette logique aussi d'apprentissage par essai-erreur qui, finalement, sur des thèmes comme cela, tant qu'on n'est pas confronté à une menace immédiate, c'est très bien. Après, il faut aussi former les gens à la situation de crise, donc les former à être en situation où il y a un risque et à travailler en équipe de crise ensemble et à reproduire finalement une situation pour qu'ils soient capables, le jour où la crise va se produire, d'avoir les bons réflexes et de mobiliser les bonnes ressources dans l'organisation. Excellent. Et alors, Patrick, je te parle d'un autre sujet, mais chez Cocori, c'est un sujet qui est important, c'est le sujet de l'inclusion. Tu es quand même dans un univers qui est un univers quand même de l'industrie, plutôt masculin. Comment t'adresses ce genre de sujet? Parce que l'inclusion, c'est quand même un thème qui est aujourd'hui vraiment dans l'air du temps. Est-ce que tu t'es positionné? Je sais que c'est des sujets qui sont délicats, surtout à l'échelle d'une entreprise qui est internationale. Alors, nous, notre choix, ça a été d'intégrer nos initiatives de développement des compétences sous le thème de l'inclusion. C'est un choix stratégique parce qu'on considère que finalement, ce qui nous donne de l'énergie, c'est la capacité d'aller mobiliser nos collaborateurs et de les aider justement dans cette transformation par des approches de formation à finalement aller vers un nouveau poste demain, une nouvelle opportunité, mais en même temps d'ouvrir notre monde à l'extérieur, à ceux qui feront partie de nos effectifs demain, à des gens aujourd'hui qui ne voient pas forcément les débouchés pour eux dans notre secteur ou dans l'industrie, de les attirer et de leur faire prendre conscience qu'il y a des opportunités pour eux ou pour elles, et notamment d'être proactifs pour aller chercher des publics qui sont des publics parfois un peu éloignés de l'emploi ou loin de notre secteur, ou des femmes qui se disent, c'est pas forcément, ou des jeunes filles qui se disent, c'est pas forcément pour moi l'industrie automobile, alors qu'en réalité, il y a plein d'opportunités pour elles demain. Alors, Renault a une position qui est très active sur le sujet, puisque notre objectif, c'est vraiment de renforcer notre capacité à attirer tous les talents et, on va dire, de niveau académique plus faible, puisque on a des populations ouvrières qui sont sur des niveaux bac plus 1, et pour lesquelles on cherche à développer des formations justement pour offrir des possibilités d'emploi de très bon niveau. Je crois que tu as lancé un CFA sur ce sujet. Alors, on a lancé un CFA dans le domaine de la distribution. On a également des partenariats avec un certain nombre d'acteurs académiques pour travailler sur ces sujets. On travaille avec le CNAM, par exemple, sur la création d'un diplôme de niveau bac plus 1, justement pour accompagner la production de moteurs électriques. On a lancé donc un partenariat avec un certain nombre d'acteurs de la formation pour travailler sur les sujets de montée en compétences. Et ça, je suis également président d'un CFA Ingénieur 2000 qui travaille sur ces sujets et où on essaie aussi de projeter les gens vers des métiers de techniciens et d'ingénieurs qui, du coup, grâce à l'apprentissage, permettent d'adresser d'autres publics, d'ouvrir justement à d'autres profils ces formations. Et on constate que ça fonctionne. Parce que quand on ouvre ses portes à d'autres personnes, que ce soit parce que... si je prends l'informatique aujourd'hui, les systèmes d'information, il n'y a aucune raison d'avoir des différences entre les effectifs. Alors après, il y a la question du vivier de recrutement. C'est sûr que quand on va chercher des ingénieurs en mécanique, il n'y a pas énormément de femmes. Par contre, il faut aussi qu'on arrive à casser les préjugés, à faire parler les gens qui sont issus justement de la diversité dans nos équipes et à leur donner la parole pour qu'ils puissent aussi donner et inspirer les autres
et leur donner envie de nous rejoindre. Et tu vois, typiquement, tu dis quelque chose d'important, c'est donner la parole. Et tu vois, je pense que plus que tu vois des mots, il faut des initiatives derrière pour aider, tu vois, je parle notamment des femmes dans cette industrie qui est très masculine, à prendre la parole. Est-ce que tu as mené des initiatives concrètes, sous forme, je ne sais pas, hein, j'évoque mes mentorats, programmes de leadership. Alors, historiquement, c'est effectivement le mentorat est un élément très important. Les formations aussi qu'on crée pour donner confiance à nos talents pour se développer dans l'organisation. On a lancé en particulier une initiative qui s'appelle Women Journey, qui est un programme de développement de nos futurs talents féminins, qui est un programme qui a été co-construit avec nos équipes de talent management et Schema Business School, et qui associe donc un certain nombre de nos jeunes talents féminins, à la fois avec un parcours de développement personnel, de formation, mais aussi d'exposition, puisque les participantes travaillent sur un projet qui leur est donné par les équipes du business et qui va les amener à soumettre des propositions concrètes qu'elles présentent devant les représentants du business pour obtenir leur adhésion et peut-être potentiellement les continuer. Génial, c'est l'intrapreneuriat féminin. Exactement. Et au début, on s'était posé la question de se dire, est-ce qu'il faut que ce programme soit mixte? Et on s'est dit, pour une fois, non. Parce que quand on a posé la question à nos participantes, elles ont dit, c'est peut-être bien au début qu'on soit entre nous, parce qu'on va créer un cadre de confiance. Alors surtout que c'est un programme international, donc on a des nationalités très différentes autour de la table. Donc c'est déjà quelque chose en termes de diversité qui est assez impressionnant, hein, puisqu'on a des gens qui viennent de 7, 8, 9 pays à chaque session. Donc c'est déjà une expérience personnelle qui est géniale, interculturelle. Et en même temps, elle rencontre les leaders du business qui viennent les écouter. On avait une session, par exemple, lundi dernier, et qui viennent écouter leurs propositions de valeur pour leur business vues par ces équipes de femmes qui viennent des quatre coins de la Terre, qui ne connaissent pas, et qui leur disent, voilà, je pense qu'on pourrait faire ça comme ça, et voilà comment on a pensé, on a monté, voilà les éléments qu'on propose. C'est bien accueilli. C'est super bien accueilli, parce que en plus, souvent, les personnes qui viennent là disent, c'est quand même dingue, on a travaillé sur le sujet, on n'avait pas vu ça. Donc ça, c'est une très belle initiative. On a eu la chance d'avoir le Digital Learning Excellence Award de la Segos récemment pour ce programme. Et je pense qu'au-delà de la récompense externe, qui est un sujet, je dirais, important, mais c'est surtout le retour des participantes qui disent à la fin du programme, c'est vraiment une fantastique opportunité pour nous, et ça nous donne confiance à notre capacité à prendre plus de responsabilités dans l'organisation, à être plus active sur la prise de risque dans l'organisation, parce qu'on sent que derrière, les leaders nous soutiennent. Et donc, je pense que plutôt que les discours, c'est la mise en acte, en situation, la prise de parole des collaborateurs sur le terrain, les gens qui racontent leur expérience, leur histoire personnelle. Je suis rentré comme agent de production en intérim chez Renault, j'ai été embauché, j'ai suivi une formation, je suis maintenant aujourd'hui technicien où j'ai pris des responsabilités, je suis chef d'unité, et ce parcours-là, si moi je l'ai fait, d'autres peuvent le faire, et la boîte le soutient. Et je pense que ça, c'est un vrai levier culturel d'entreprise, et ça fait partie vraiment de l'historique de Renault, hein. La première école de formation Renault, elle date de 1929, et où l'objectif, c'était de former des gens aux techniques de l'automobile pour leur donner accès à des postes qu'ils n'auraient pas pu avoir s'ils avaient suivi un schéma de formation classique. C'est vraiment dans l'ADN. Donc, ça fait presque 100 ans. On se réinvente, mais quelque part, et en même temps, on s'ouvre à un autre univers qui est aussi celui du partenariat, de la coopération et de la tech de demain. Et ça, c'est intéressant parce que tu l'évoquais, Renault, c'est partie de ces marques qu'on a tous grandi avec. Il y a de l'attachement, il y a de l'affect, on la connaît. Mais c'est une marque que tu associes beaucoup à la technologie. J'entends dans ton discours que tu parles de data, nouvelle tech. Moi, je voulais venir sur un plan un peu plus personnel, mais comment tu fais ta veille pour rester à la page sur les tendances, parce qu'on te sent à l'affût? Alors, ça a toujours été un peu un sujet pour moi, parce que je travaille dans différents secteurs de l'industrie. Et je pense que quand on n'est pas en veille sur les sujets techniques, technologiques, on a du mal derrière à comprendre les besoins des gens avec lesquels on interagit. Donc, je lis beaucoup de choses. On a la chance d'avoir en interne beaucoup d'articles, des conférences, la possibilité de rencontrer des experts. On a ce qu'on appelle les Renault Talks, donc des experts qui prennent la parole pour faire de la vulgarisation scientifique et qui sont ouverts. Alors maintenant, avec le digital, en plus, on peut l'ouvrir de façon très large à nos collaborateurs. C'est enregistré, on peut le revoir en replay. Donc moi, j'essaie de regarder beaucoup de sujets comme cela, de m'ouvrir aussi à ce qui est fait à l'extérieur, puisque du coup, nos projets étant très collaboratifs, on a la possibilité aussi de rencontrer des gens d'autres secteurs d'activité
Je pense aux initiatives, par exemple, de la Software République ou avec les autres partenaires. Thales, je sais que tu as eu l'occasion d'interviewer Isabelle Mancel. On interagit beaucoup avec Isabelle, des gens qui viennent d'autres secteurs. Je pense aux collègues d'Orange, je pense aux collègues avec lesquels on interagit, ou d'Atos avec lesquels on interagit. Et du coup, le fait d'avoir ces discussions et ces échanges entre nous réguliers, ça permet aussi de comprendre finalement ce qui ressort vraiment de l'innovation technologique de l'entreprise. Et je parlais du moteur électrique où Renault a toujours eu de l'avance dans le domaine et où on essaie de conserver cette avance, notamment parce qu'on investit beaucoup dans ces technos et donc sur la capacité à envisager les générations de moteurs qu'on aura dans 10 ans dans nos véhicules. Et en même temps, très concrètement, derrière, de se dire, quand on parle de data ou cyber, on a beaucoup à apprendre de ceux, Thales dont c'est le métier, Orange dont c'est le métier, Atos dont c'est le métier, parce que eux aussi, ils ont cette même logique qui est de développer leurs compétences et leur expertise pour avoir un facteur de différenciation par rapport à la concurrence. Et Patrick, du coup, donc, je comprends, en plus, tu es à côté président en CFA, tu écris aussi très régulièrement, je vais revenir dessus. Comment tu fais pour t'organiser et pour pas être dépassé? Parce que je reviens, tu es sur une entreprise internationale, fuseau horaire, collaborateur de tout type, leader, population en usine. Comment tu t'organises? C'est quoi la clé de ton agenda? Je pense que la clé, c'est d'essayer d'avoir des temps dédiés avec les équipes où on règle ensemble la façon dont on va travailler. Et après, mon socle de fonctionnement, c'est beaucoup la confiance, la responsabilisation des gens et le fait que derrière, quand on est clair sur les objectifs, la façon dont on y va, moi, ça m'importe pas beaucoup. C'est plutôt finalement les résultats qu'on obtient et l'impact qu'on a sur nos actions. Et c'est un peu ma caractéristique de fonctionnement. C'est-à-dire, on est dans une relation... Je pars du principe que les gens ils viennent au travail pour faire le travail comme il faut, avec de l'énergie, de l'envie, de la volonté et leur talent. Donc, mon objectif, c'est d'exploiter cette capacité que les gens ont à apporter d'eux-mêmes dans le travail pour que ça apporte quelque chose au collectif. Donc, du coup, ma semaine, elle est beaucoup rythmée par les échanges avec les équipes, les points de suivi des projets pour voir où on en est et comment je peux aider finalement à débloquer des situations qui sont compliquées pour les équipes. Et puis, beaucoup d'interactions et d'échanges avec d'autres personnes, justement, pour continuer à nourrir la réflexion et à l'alimenter. Donc, c'est très consommateur de temps et d'énergie. Par contre, j'essaye, dans la mesure du possible, quand je suis présent, d'être vraiment pleinement présent pour aider les gens, essayer de leur apporter mon regard, mes idées, et aussi de les connecter avec d'autres pour que finalement, la relation ou le travail qu'ils ont à faire ne dépende pas exclusivement de moi. Donc, mettre les gens en connexion, je l'ai vu depuis des années, ça fonctionne bien. Parce que une fois qu'on sent qu'il y a des points de connexion possibles entre les gens, quand on les fait se rencontrer, après, c'est leur histoire à eux, c'est plus mon histoire à moi. Par contre, si derrière, ça fonctionne et que eux, c'est un gain, ils vont reproduire le modèle vis-à-vis d'autres. Donc, on va arriver dans une société qui est plus collaborative. Et je pense qu'on a beaucoup plus à gagner en collaborant ensemble qu'en faisant chacun dans notre coin. Sinon, on arrive à la logique d'hyperconsommation. Et à la fin, on se pose des questions en disant « mais pourquoi on a créé autant ?» Et moi, je suis un partisan de l'économie circulaire de la formation également. C'est un concept intéressant, je retiens. On a des contenus tous dans nos organisations, on a des savoirs, on a des matériels pédagogiques qu'on utilise. On peut probablement leur donner une deuxième, une troisième vie, comme on le fait pour une batterie, dans un contexte différent, dans un cadre différent. Mais la course à la création de contenu qu'on a connue ces dernières années, je ne suis pas certain que ce soit forcément très utile. Super intéressant. Et du coup, Patrick, on le voit, tu te positionnes vraiment comme un facilitateur, un connecteur finalement d'énergie. Je m'arrête sur un point aussi qui te caractérise, c'est-à-dire que tu es prolifique. Tu es quelqu'un qui écrit pour raconter tes retours d'expérience. Tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Tout le monde est curieux et se dit, mais comment est-ce que tu as le temps? Quelle est ta méthodologie? Quels sont les moments? Quelles sont les coulisses de ce genre de production? Alors, avant, quand je me déplaçais beaucoup, j'écrivais pendant mes temps de déplacement parce que souvent, en plus avec parfois les décalages horaires, on est un peu sur des fuseaux différents. J'essaye de m'astreindre à écrire des choses et à garder une trace. Alors, c'est un exercice qui est parfois un peu difficile parce que effectivement, il faut être capable de s'isoler et de prendre du temps. Donc, c'est des périodes. J'ai des périodes où je sens qu'il faut écrire les choses pour qu'elles soient formalisées et qu'elles aient une histoire. Et c'est vrai que par le passé, on se posait pas tellement la question parce que par le passé, les gens écrivaient pour garder une trace. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le numérique, on est beaucoup dans l'instantané. Mais qu'est-ce qui va rester de tout ça? Donc, je pense que de temps en temps, il faut prendre le temps d'écrire et de formaliser. C'est pas forcément des écrits très longs. Ça peut être des publications qui font quelques pages,
Mais du coup, ça permet aussi de synthétiser un retour d'expérience, une connaissance qu'on a acquise et essayer de l'inscrire dans une continuité qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est une continuité numérique. Mais en même temps, au-delà de la continuité numérique, quand on écrit des choses, il y a une continuité physique. Et je pense qu'il faut garder une continuité physique et qu'en contribuant à l'écriture, ça peut aider à assurer cette continuité. Moi, je suis fan de ce genre d'approche. Là, dans l'écosystème startup, en ce moment, il y a une tendance qui s'appelle Built in Public, où tu vas justement prendre le temps d'écrire ce que tu fais, raconter. Il y a des vertus, tu apprends parce que déjà, tu formalises ce que tu as vécu. Et en plus, tu as des rebonds. J'imagine que tu as sûrement des pairs qui doivent rebondir sur certains articles. Bien sûr, bien sûr. Alors là, on a la chance en France d'avoir une communauté learning qui est très active et qui est très créative. Donc ça, on a un écosystème de la formation en France qui est vraiment extraordinaire. Alors, qui n'est pas forcément très bien valorisé, je trouve. C'est un peu un de mes regrets. Parce que on a vu se développer plein d'entreprises dans le domaine de la formation ces dernières années en France. Et on a quand même un peu encore une prédominance d'entreprises anglo-saxonnes sur certains sujets. Je pense qu'on pourrait rebalancer un peu les choses. Et en plus, on a des talents incroyables en France sur ces sujets-là. Donc, c'est aussi un peu mon objectif, c'est de faire que nos initiatives, elles se coordonnent, qu'elles donnent aussi la capacité de développer sur le territoire national un écosystème qui soit actif, engagé et peut-être qui porte des valeurs différentes. On parlait tout à l'heure de l'inclusion. Moi, je pense que c'est quand même une caractéristique de la société française aujourd'hui. On a beaucoup de gens qui sont engagés pour l'inclusion. Et finalement, les critères d'inclusion ou la prise en compte de l'inclusion, c'est pas forcément toujours un critère qui est pris en compte dans les choix et dans les décisions qui sont prises pour décider d'un partenariat ou travailler avec un fournisseur ou une équipe. Donc, c'est un regret. Je pense qu'il faut changer nos critères de décision. Et puis, peut-être s'inscrire dans une dynamique qui est un peu différente de celle qu'on a connue ces dernières années, où on a été porté par des grandes solutions globalisées qui étaient finalement assez faciles parce que c'était un peu du plug and play. C'est sûr que c'est plus compliqué de monter des solutions qu'il faut co-développer. Mais en même temps, derrière, ça permet aussi finalement d'avoir peut-être une adaptation aux besoins qui est plus grande. Et on ressent ce décalage entre, d'un côté, le besoin d'une forme de standardisation dans nos métiers pour qu'on puisse aller plus vite et qu'on passe moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, et de l'autre, une capacité de flexibilité, de réactivité qui est nécessaire. Donc, il faut trouver un bon équilibre et je pense que l'écosystème français est capable de proposer des solutions extrêmement intéressantes dans le domaine pour le learning. Super intéressant. Et Patrick, du coup, ma dernière question. Alors, tu as sillonné beaucoup de boîtes. On parlait de Siemens, Valeo, Renault. Je n'ai pas toutes les citées, je vais me perdre. Quel est ton regard sur l'évolution du métier, justement, du directeur learning? Et qu'est-ce que tu anticipes pour les années à venir? Parce que ce que je peux voir à mon niveau, vu d'extérieur côté start-up, on a l'impression du coup que les directeurs learning, c'est devenu un peu la fonction reine. Tu vois, il y a eu la grande époque des directeurs marketing. Et aujourd'hui, on a compris que le learning était essentiel en entreprise. Comment tu vis les choses? Alors moi, je l'ai vécu dans la fonction Component, puisque j'ai été patron des rémunérations et des avantages sociaux pendant longtemps. C'était une fonction qui n'existait pas en France quand j'ai commencé à travailler. Puis un jour, un de mes patrons m'a dit « Ce serait quand même bien que ton job il s'appelle Component, parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça que ça s'appelle. » Et on a commencé à lancer un réseau de Component multi-entreprises. Et puis, quand on regarde aujourd'hui la fonction de Component dans les organisations RH, elle est indispensable. Et il n'y a pas un DRH aujourd'hui qui peut travailler sans avoir un Component à proximité. Donc, je pense que le learning, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Le sujet de l'anticipation des besoins en compétences, l'accompagnement de la transformation des métiers, l'accompagnement des collaborateurs dans ces évolutions, c'est un sujet central pour les entreprises. Donc, du coup, la fonction learning en tant que telle, elle se trouve revalorisée. Après, il y a la façon dont on va pouvoir finalement satisfaire cet objectif. Je pense que ça passe aussi par une évolution de nos organisations. On parlait tout à l'heure de l'organisation, de la composition des équipes. Moi, je suis un grand amateur de faire venir des gens qui ne viennent pas du learning au learning. Et justement, le marketing et les ventes ont beaucoup progressé quand des gens qui ne venaient pas du marketing ou qui ne venaient pas des ventes ont commencé à s'intéresser à cette fonction pour la densifier, la rendre attractive et repartir pour aller ailleurs dans l'organisation. Ce qui fait que quand ils repartent ailleurs, ils ont compris les enjeux et ils les supportent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est ça. C'est comment on arrive à faire en sorte que nos dirigeants intègrent ces décisions, compétences, transformation des métiers, évolution professionnelle dans leurs décisions, y compris parfois le volet inclusion,
parce que c'est ça finalement qui va permettre l'engagement des collaborateurs et le succès de ces initiatives. Et je pense que nous, on a la chance côté Renault d'avoir des dirigeants qui portent ces valeurs. Super engagés. Qui sont très engagés à titre personnel. Mais on voit beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui prennent la parole sur ces sujets et qui, du coup, montrent la voie. Donc, je pense que c'est ça. C'est les dirigeants qui vont montrer la voie. C'est ce qu'on va faire qui va montrer la voie. Et de créer cette dynamique, aujourd'hui, c'est intéressant parce que le pays se transforme, notre économie se transforme, nos métiers se transforment. Si on l'accompagne collectivement de façon favorable, ça ouvrira énormément d'opportunités pour le futur. Et du coup, après, le positionnement de la fonction ira avec. Ça sera en gros légitime. Comme aujourd'hui, il n'y a pas un DRH qui a pas son compagnon à côté de lui pour traiter la question ou d'elle d'ailleurs, pour traiter la question de la rémunération de ses dirigeants. Ça va devenir une évidence. Il faut que la fonction et son positionnement soient une évidence. Après, je suis aussi très inspiré par ce qui se fait dans d'autres métiers. Je me rappelle de ce qui a été fait par les directions de la qualité à un moment donné, où effectivement la qualité a été placée très très haut dans les organisations, justement pour influencer beaucoup plus le mode de fonctionnement de l'organisation. Je pense que le learning, c'est un peu pareil. Si on arrive à jouer ce rôle de ciment culturel et qui permettra pour les entreprises, dans des contextes de réorganisation, de transformation, de faire finalement adhérer les gens à une culture d'entreprise par la culture de l'apprentissage, qui va être quand même un gros marqueur de la culture d'entreprise, on passe un message. Et je pense que si on va dans ce sens-là, on envoie aussi un message autour de l'inclusion, la capacité à grandir, qui dans un contexte de fidélisation difficile, de recrutement, d'attractivité difficile, c'est aussi un facteur pour attirer et retenir les talents dans la durée. Donc je pense que, vu les années qui se présentent devant nous, c'est un ciment culturel important qui doit servir de socle de base pour attirer, retenir les talents et aussi, du coup, donner une capacité à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de performance, ses objectifs économiques et puis son positionnement sur le marché. Bien sûr. Ouais, c'est passionnant, Patrick, on pourrait t'écouter des heures. Je suis lancée, mais je sais que je dois être libérée. Écoute, moi, je retiens 2 choses qui m'ont marqué au cours de cet épisode. D'abord, 1, les belles années du learning sont devant nous. Tu es optimiste, il y a plein de choses à construire. Et 2, j'ai beaucoup aimé un concept que tu évoques, qui était celui de l'économie circulaire de la formation. Je trouve que c'est tout à fait dans l'air du temps. Et il y a peut-être un article à écrire sur ce sujet. J'en doute pas plus. Merci beaucoup pour ton témoignage, Patrick. À très bientôt, amis de la RH.